Ne vous y trompez pas, nous sommes faits pour la relation. Faits à l'image d'un Dieu qui est relation. La Trinité, c'est Dieu relation. Dieu n'est pas un célibataire. Dieu n'est pas célibataire. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas un célibataire perdu dans un beau ciel, derrière ses nuages, tranquille, cool. C'est pas ça, Dieu. C'est un foyer d'amour entre des personnes. Un unique foyer d'amour. Et d'ailleurs, plus les couples s'aiment, plus une famille s'aime, plus ils tendent à l'unité. C'est pour ça qu'il n'y a que dans l'infini qu'on peut n'être qu'un restant trois. Parce qu'il y a une telle intensité d'amour que dans le fond on ne fait qu'un et que pourtant il y a respect total des personnes. Bon, nous sommes faits pour la relation. Nous sommes vraiment faits pour aimer, fabriqués pour aimer. Nous avons un logiciel dans la tête fait pour aimer. Et attention, on n'est pas seulement avide de vie sexuelle, comme beaucoup le disent aujourd'hui, on est avide d'une vie relationnelle, qui comprendra la sexualité, qui est une chose merveilleuse. Mais nous sommes d'abord avides de vie relationnelle, parce que depuis notre enfance, nous avons aimé la relation. Le Seigneur a mis les seins de madame ici et pas derrière, parce que quand l'enfant tète, il est en relation avec maman. Et ce qui compte, ce n'est pas le lait. Donc le plaisir physique du lait, c'est important pour lui. Mais le plus important, c'est la qualité de la relation qui s'instaure avec maman. Et même quand on lui donne un biberon, il est important qu'il y ait une relation. Et les plaisirs physiques n'ont de sens que dans une relation. Et là, alors, ils prennent des proportions formidables. Parce que nous sommes fondamentalement relationnels. Les autres ont besoin de nous. Je vous lis quelques remarques. Si tu ralentis, les autres s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanchent. Si tu t'assois, ils se couchent. Si tu doutes, ils désespèrent. Si tu critiques, ils démolissent. Si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes ta main, ils donneront leur peau. Si tu pries, ils seront des saints. Les autres ont besoin de vous. Alors, donc, nous avons cette deuxième attitude fondamentale, se décentrer sur les autres. On va se décentrer sur les autres déjà dans l'amitié. Nous verrons après qu'on peut se décentrer dans la vie de couple. Mais je voudrais commencer par dire, on peut toujours se décentrer sur l'amitié. L'amitié est quelque chose d'important. Il est dommage aujourd'hui que les jeunes, notamment de 15-16 ans, ne vivent moins l'amitié parce que tout de suite ils vont au flirt. J'ai fait énormément de voyages autrefois avec les jeunes, notamment en Italie, certains d'ici s'en rappellent. Je comptais 50 kilomètres pour avoir mon premier flirt dans le car. Aujourd'hui, si je fais un voyage, ils flirtent avant de monter dans le car. Dès qu'ils arrivent, c'est leur souci, qui sait qu'on va tout de suite trouver. Ils ne connaissent plus l'amitié, ils n'ont pas le temps de vivre l'amitié, ils veulent vivre tout de suite l'amour. Dans cette société qui est un peu quand même aphrodisiaque et qui les pousse tout de suite à l'amour. Alors que l'amitié est justement ce qui peut nous acheminer à découvrir un véritable amour. Car dans l'amour, il y a une partie d'amitié. Alors l'amitié, bien sûr, c'est une réalité profonde, mais qui peut être ambiguë. Ça peut être une façon aussi de fuir la sexualité ou la génitalité dont on a peur. Comme ça, on est amis avec quelqu'un, c'est pas dangereux, il ne nous touche pas. Moi, j'ai horreur qu'on m'approche, bon, c'est tout. Alors, de l'amitié, dans ce cas-là, c'est quand même une fuite. Hein. C'est sûr qu'il y a des amitiés qui sont au contraire surchauffent, où vraiment, on fait l'impossible en quelque sorte pour que l'autre soit submergé de nos dons. Il y a des gens, vous savez, qui sont presque casse-pieds tellement ils vous submergent de gentillesse, d'attention. Écoutez, laissez-moi respirer. Hein, vous comprenez? Vous connaissez la fameuse phrase « Seigneur, délivre-moi de mes amis,
mes ennemis, je m'en charge. Mais quelquefois, vous avez des gens qui vous mettent nettement et continuellement en surchauffe. Ambiguïté donc de l'amitié, mais aussi richesse de l'amitié. Je pense que c'est une très bonne préparation à l'amour, vous savez, l'amitié. On ne le dira jamais assez. Hein. Et puis ça donne quand même de la joie, ça donne du goût de vivre. Que ferait-on sans nos amis? Quand on a la chance d'avoir de véritables amis, on sait ce que c'est, surtout quand on est dans la peine, quand on est dans la souffrance. Des amis qui n'ont pas peur de nous faire remarquer nos défauts. Ils nous aiment assez pour nous dire nos défauts. Et cela tout simplement, des amis. Alors, pour se faire des amis, oser la rencontre. Pour qu'il y ait de l'amitié, il faut être à l'écoute de l'autre, sans jugement de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui fera pas remarquer peut-être quelques erreurs qu'il peut faire, mais sans le juger. Autre chose de dire, quand tu fais ça, tu vois, ça peut des fois être mal perçu. Autre chose de dire, écoute, tu es absolument stupide. Il ne s'agit pas de juger. Le tu es, tu, vous savez bien ce qu'on dit d'habitude, le tu. Être à l'écoute de l'autre et alors se confier. Est-ce que vous êtes capable de confidence? Moi, j'ai été très frappé lorsque, il y a quelques années, sur l'antenne de Luxembourg, il y avait une personne qui venait raconter sa vie. C'était en général une célibataire qui venait dire tous ses désirs, toutes ses souffrances, vraiment qui se confiait sur l'antenne. Faute de pouvoir d'ailleurs le faire ailleurs. Et savez-vous le résultat? C'est que cette personne recevait dans la semaine 10 ou 15 demandes en mariage. Ça m'avait beaucoup frappé, ça, parce que là, j'ai compris que la confidence ouvre les cœurs, vous permet d'accéder au formidable de l'autre. Alors, est-ce que je suis capable de confidence? Voilà la question. Vous n'avancerez jamais dans une relation si vous n'allez pas jusqu'à la confidence. C'est-à-dire, si vous ne vous impliquez pas en donnant quelque chose de vous, d'important, de profond, vous n'avancerez jamais dans la relation. Vous savez, l'amour peut venir, il y a deux façons pour que l'amour vienne. Il y a le coup de foudre, le flash, éblouissement, il faut s'en méfier. Parce que souvent, le coup de foudre chez les femmes, vous savez pourquoi elles ont le coup de foudre? C'est rare, chez les femmes, le coup de foudre. C'est rare. Mais elles ont des fois le coup de foudre quand celui qui se présente ressemble exactement au type de gars qu'elles espéraient. Supposez qu'une fille se dit, moi je voudrais un grand brun, ou un grand blond aux yeux bleus. Voilà qu'un grand blond aux yeux bleus se présente, elle pense, c'est lui. Mais attention, c'est pas parce qu'il a la façade qu'il a les meubles. Vous comprenez? Mais en général, elles ne font pas le coup de foudre. Parce qu'elles ont une telle attente d'hommes parfaits qu'il est quand même rare que celui qui se présente corresponde exactement à ce portrait robot qu'elles ont derrière le crâne. Elles s'attendaient à un grand blond, il se présente un petit blond à lunettes. Elle me dit, vous ne me voyez pas avec ça. Alors remarquez que souvent, au bout de quelques temps, elle dit, il est petit, mais enfin, ça ne se mange pas en salade, la grandeur. Hein, et puis il est intelligent, il a pensé à moi. Et c'est ainsi qu'insensiblement, on arrive à évacuer de sa tête l'idéal du grand brun pour aimer le petit blond. Combien de femmes ont épousé celui dont elles avaient dit « surtout pas celui-là » Vous pouvez demander autour de vous à ceux qui sont mariés. Il y en a beaucoup qui disent « j'avais surtout dit oh non, pas celui-là ». Alors non, pas celui-là. Méfiez-vous, pas celui-là, c'est peut-être celui-là justement que vous aimerez un jour. Parce que vous allez vous faire à l'idée. Hein. Donc se confier, la confidence. Alors donc le premier moyen c'est le coup de foudre. Alors les hommes peuvent avoir le coup de foudre, mais eux ils l'ont pour une belle carrosserie. Ça, bon, ça c'est sûr. Tout d'un coup ils voient une belle nana. Alors souvent les gens me disent, vous comprenez, moi je voudrais une femme chrétienne. Voilà, très chrétienne. Mais dans la rue ils ne se retournent pas sur les chrétiennes. Alors il y a le coup de foudre.
Et puis, il y a surtout la confidence. C'est pour ça que des amitiés peuvent tout d'un coup se muer en amour parce qu'on est allé assez loin dans la confidence. L'amitié aussi exige que, on rende service, bien sûr. On s'aime quand on se rend service mutuellement. Mais il ne faut pas submerger l'autre, comme je disais tout à l'heure, de ses intentions qui peuvent être étouffantes. Et puis, l'amour aussi grandit lorsqu'on a une œuvre commune. C'est un texte qui disait, marcher à deux vers un même idéal, fait qu'en définitive, on arrive à s'aimer. Il faut aussi en amitié savoir rompre. Si on s'aperçoit, il faut être loyal. Il faut se dire maintenant, attention, je ne suis plus dans l'amitié, je suis dans l'amour. Et si l'autre ne l'est pas, ça peut être absolument désastreux. Et il faut être assez loyal pour reconnaître, attention, on est en train de changer de bord, passer de l'amitié dans l'amour, et puis être assez perspicace pour voir que l'autre est en train de changer d'attitude. Pour savoir, alors c'est pas défendu de changer d'attitude, mais il faut voir clairement comment les choses se passent pour ne pas être surpris, soit parce que l'autre n'évolue pas, ou parce que l'autre, au contraire, cette fois, a dévisé sur vous, alors que vous, il ne vous intéresse pas du tout. C'est pour ça qu'il peut y avoir des dérapages, et qu'en définitive, ce qu'il faut, c'est être loyal. Loyalement. Alors, ce que je m'ennuie, notamment chez la femme, c'est que souvent, elle est amoureuse à retardement. C'est-à-dire que quand une femme est amoureuse, vous pouvez dire, quand elle dit « je suis amoureuse de quelqu'un », vous pouvez dire qu'elle l'était déjà depuis 2 mois avant. Mais 2 mois avant, elle disait que c'était de l'amitié. L'homme voit plus clairement tout de suite qu'il a viré de bord, qu'il est maintenant dans l'amour. La femme ne voit pas toujours ça. Alors il faut sachez d'être à peu près clair. Et pour que dure l'amitié, il faut consentir à la différence, savoir que l'autre est autre, et que si la vie de couple est si difficile, c'est parce qu'en fait, il faut dépasser la différence, car l'autre n'est pas moi, l'autre est autre, et dans l'amitié, c'est pareil. Qu'il faut être patient et accepter les faiblesses de l'autre. Il y a un mot de Carl Rogers que j'aime beaucoup. Il dit, c'est ce que nous avons de plus intime qui est le plus général. Ça veut dire, je suppose que par exemple ici, quelqu'un dise en vérité, vraiment, ce qu'il a de plus intime, ces difficultés qu'il a peut-être au niveau de sa foi, au niveau de sa sexualité, des choses intimes. Il va se dire, vous allez dire que je suis un drôle. Non, on va lui dire, je suis comme toi. On se sent frère de ceux qui, en vérité, disent leurs difficultés et leurs joies et leurs possibilités de joie. Comprenez ça, je vous en supplie. Si vous voulez avancer dans les rencontres, vous ne pourrez pas tant que vous n'êtes pas capable d'accéder à la richesse de la confidence dans la vérité. Humblement, simplement, sans ostentation, sans triomphalisme, et du fait que vous êtes vous-même, tout à coup les autres se disent « Oh mais c'est très drôle, je suis aussi comme ça ». Et ce qui nous amène alors à dire l'importance de la communication. Vous savez que nous sommes nés pour communiquer. On est nés pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On est des fabriqués pour la relation. Je suis personnellement le résultat de mes relations. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. C'est ce que je dois à mon professeur de seconde, qui était merveilleux, qui m'a structuré mon crâne, qui m'a appris à penser, je dirais, didactiquement. Ensuite, tous les foyers que j'ai rencontrés, ce que je vous dis, vous savez, c'est ce qu'on m'a dit, c'est parce que j'ai trouvé dans ma tête. Allons, nous sommes le résultat de nos relations. Et plus nous avons des relations de qualité, plus, en fait, nous devenons nous-mêmes quelqu'un. Et c'est pour ça que la communication est quasiment indispensable. Mais ce n'est pas simplement une technique, vous voyez. Il s'agit de créer vraiment des liens. Il s'agit d'apprivoiser l'autre, car l'autre est unique. Il s'agit de dépasser nos peurs. Pourquoi, dans le fond, on ne communique pas? Peur d'être critiqué, peur d'être jugé. La communication, ça ne consiste pas à meubler avec des mots, et notamment
avec des idées générales de théorie. On ne théorise pas, on vit la communication. J'ai vu des groupes discuter sur la communication, sans se rendre compte qu'ils ne communiquaient pas. On peut discuter sur un sujet, l'inconvénient, c'est qu'on ne s'investit pas dans un sujet. On discute avec des idées qu'on a chopées dans un journal, qu'on a chopées dans une formation, mais ce n'est pas nous qui parlons. Ce qui est intéressant, c'est ce que ici, pas ailleurs, pas où je travaille, aujourd'hui, à cet instant même, je ressens. Voilà ce qui est important. C'est ce que vous ressentez. Chacun de vous a actuellement, là, à peu près 7 sentiments. Tant que vous n'êtes pas capable de mettre un mot sur ces sentiments, un mot sur vos émotions, qu'est-ce que vous voulez dire aux autres? Vous allez discuter intellectuellement. Vous allez rester à un plan théorique et non pas avec un plan d'implication personnelle. Et ça, c'est très dommage. Parce que le drame, c'est qu'on ne communique pas avec soi-même. Alors, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la communication commence par la communication avec soi-même. Je ressens quelque chose, je suis capable d'analyser toute la liste de sensations qui sont en moi, que je ressens. Je mets un mot sur mes émotions. Et c'est incroyable, des fois, quand on fait des stages, où le garçon ou la fille, après, discute, et la fille dit « Oui, qu'est-ce que tu as pensé du stage ?» Oh, il dit « C'était bien, quoi. » Mais pas fichu de dire la liste continuelle des sentiments qui l'ont animé pendant ce stage. Par exemple, vous avez eu parfois des sentiments de sympathie, vous avez eu des peurs, vous avez des inquiétudes, vous avez eu des culpabilités parfois. « Oh, je ne fais pas ça. » Vous avez eu des regrets, vous avez eu remonté des souffrances. Que de sentiments vous avez eu enfin. Il faut apprendre le vocabulaire de l'affectif pour être capable de mettre sur ses émotions un mot. Voilà le premier, si vous voulez, la première étape de la communication. C'est la communication avec soi-même, avec son ressenti. Deuxième temps de la communication, on fait cadeau aux autres de ce sentiment. J'ai beaucoup de sympathie pour toi. Je te trouve merveilleux, je te trouve merveilleuse. Je trouve que tu es chouette, que tu es dynamique, etc. Ce que vous aimez chez l'autre, vous allez le lui dire. Vous allez faire cadeau à l'autre de ce ressenti. C'est le deuxième temps de la communication. Et troisièmement, l'autre va dire la résonance qu'il y a en lui de ce qu'il vient d'entendre. Tu m'as dit que tu avais beaucoup de sympathie pour moi. Moi qui crois que j'étais nul, tu ne sais pas comment ça me fait du bien. Tu es en train de me donner des forces. Parce que jusqu'ici, je croyais que je n'avais aucun intérêt. Merci. Il n'y a pas de communication là où il y a du jugement. Et une des raisons pour laquelle souvent à la table de famille, dans les familles, on ne communique pas, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui juge. Vous dites quelque chose, toujours quelqu'un qui dit « Mais non, c'est idiot ce que tu dis ». Ça vous bloque aussitôt. Il faut prendre l'habitude de ne jamais juger. Ça tue la communication. Rogers se dit, le plus grand obstacle à la communication entre les personnes, c'est notre tendance toute naturelle à juger les dires de l'autre personne. Tendance toute naturelle. Et il faut donc, en quelque sorte, se contrôler pour dire non, je n'ai pas à juger, j'ai à accueillir ce que cette personne dit, puisque c'est ce qu'elle vit. Un sentiment négatif exprimé en vérité, si on l'accueille, non seulement n'enlève pas l'estime de la personne, mais quelquefois crée l'estime de la personne. Car on devine tout à coup sa souffrance, on devine sa faiblesse, qu'on reconnaît chez soi, qui fait que l'autre nous paraît quelqu'un très semblable à nous en définitive. Moi j'ai vu dans les groupes comme ça, quand des gens se présentaient, quelqu'un dit « Vous savez, moi je n'ai pas de problème. Non, moi je ne vois pas où il y a des problèmes, tout ça, c'est du nombrilisme. » Je vous garantis que le gars, qui dit un truc comme ça, il a l'art d'énerver le groupe, parce que l'autre dit, il n'est pas comme nous celui-là. D'où il sort? Tandis que quelqu'un qui en vérité dit ses faiblesses, dit ses limites, dit ses pauvretés, si vous savez ce qui nous paraît passionnant. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. Quand on communique, ça dure.
Si je reprends un passage de l'Évangile, je dis que j'aime beaucoup la Samaritaine, vous avez pu remarquer, quand elle est arrivée au puits, elle avait soif, puisqu'elle avait sa cruche. Et lui, il avait faim, le Christ, puisqu'il a dit aux apôtres, allez en ville, achetez une pizza. Hein. Oh, j'arrange un peu l'Évangile, non mais c'est vrai, lisez l'Évangile, vous verrez. Or, vous apercevez que la conversation donc est tellement profonde que lui découvre qui elle est, elle découvre le Messie, etc. Leur communication devient tellement chaleureuse que quand c'est terminé, leur conversation, qui a duré longtemps, qui a duré tellement longtemps qu'elle a oublié sa cruche. Elle n'a plus soif. Et lui, il n'a plus faim. Les apôtres se ramènent avec ce qu'ils ont acheté en ville. Tu vas manger au du non. Il n'a plus faim. La communication nourrit. Et la communication, c'est pour ça d'ailleurs souvent, quand je fais des fois d'exercices de communication, notamment en binôme à deux, je le fais toujours avant leur repas. Au moins pour qu'ils reviennent. Parce qu'il y en a qui ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas manger. Parce que c'est pas assez long. Et ça dure 1 heure. Mais c'est pas assez long. Ne me faites pas croire qu'on fait une communication en quelque temps. Simplement, c'était pour vous montrer jusqu'à quel point, dans le fond, et là on a un critère exact, c'est qu'une vraie communication, ça devient une suavité et on ne trouve pas le temps long. Et puis alors le vrai critère de la communication, c'est que tout à coup, ces personnes avec qui vous avez vraiment communiqué, vous sentez tout à coup pour eux une sympathie, voire une amitié, voire même un amour. Nous avons donc dit qu'il faut se décentrer sur les autres. On a vu qu'il fallait se décentrer déjà sur les autres dans l'amitié. Mais il y a une décentration qui est tout indiquée dans la nature des choses, c'est d'éprouver pour vous les femmes pour les hommes, vous les hommes pour les femmes, une attraction, un sentiment d'amour qui peut aller donc voir au mariage. Alors, pourquoi alors qu'on a tellement ce désir vraiment de faire un couple? Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas tant que ça? Alors nous allons d'abord étudier simplement les discernements à faire, comment discerner le choix, parce que souvent c'est la question, comment voit-on que c'est le bon? Ça c'est la question que tous les jeunes vous posent, a fortiori vous les célibataires. Mais ce que je voudrais d'abord, c'est vous supplier d'avoir de l'amour et de la sexualité une belle conception. Ça, c'est capital. Or, il faut bien reconnaître que dans notre société, amour et mariage ne sont pas tellement vantés. Au contraire, le milieu n'est pas porteur, vous le savez bien. Et vous avez une exaltation de la vie de couple, je vous le disais, le couplisme. Le couple, hors du couple, pas de salut. Si bien qu'évidemment, le célibataire paraît un anormal. Vous avez une exaltation de la vie sexuelle. Comprenez, avec toute la libéralisation qui s'est réalisée en France depuis 1972. Et depuis cette libéralisation sexuelle, on a vraiment une exaltation de la sexualité. Mon pauvre ami, si tu n'as pas de sexualité, il faut te faire soigner. Il faut absolument que tu vois quelqu'un. Ça ne va pas du tout, tu n'es pas normal. D'où l'augmentation des divorces. Tu n'es pas heureuse avec une personne, tu ne vas quand même pas bricoler, essayer de t'adapter. Je t'en supplie, il y en a une autre qui t'attend. Et les divorces ont augmenté considérablement. À Paris, vous avez un divorce sur 2 mariages. C'est quand même des faits nouveaux, ça. Exaltation. Maintenant, il est évident que la sexualité n'a plus qu'un principe aujourd'hui, qui est enseigné dans le fond par beaucoup de sexologues, plus ou moins très matérialistes. Le but de la sexualité, c'est le plaisir. C'est l'unique but. Que tu le prennes n'importe comment, si c'est à 2, on est d'accord, mais si c'est à plusieurs, pourquoi pas, si c'est avec un instrument, pourquoi pas, pourvu que tu sois heureuse. Tu sois heureux. C'est ça, en fait. Le seul objectif qu'on donne à la sexualité dans notre milieu ambiant, c'est le plaisir. Ensuite, vous avez alors de nouveau dans notre société le changement des rôles. Vous voyez, la contraception a changé absolument tout le regard sur la sexualité.
parce que l'enfant n'existant plus, étant pratiquement éliminé de l'acte sexuel, alors que l'acte sexuel était d'abord et évidemment surtout inséminateur, un martien qui verrait un homme et une femme faire l'amour, il dirait ils font des enfants. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il met de la semence. On a beau faire, l'acte sexuel est d'abord un acte d'insémination, moi j'y peux rien. C'est comme ça, mais on a donc par la technique, on a détourné un peu l'acte aussi de sa fonction première. C'est vrai. Et les rôles ont bien changé depuis la contraception. Et les hommes ont été passablement dévalorisés. Il y a énormément d'hommes qui aujourd'hui font des complexes terribles par rapport aux femmes, qui, au nom d'ailleurs, c'est vrai, de la réaction où trop souvent les femmes dans le passé ne comptaient pas suffisamment, ont revendiqué cette égalité, et maintenant ça leur retombe, j'allais dire, à la limite dans la figure réelle, parce que la contraception, ne l'oubliez pas une chose, c'est comme l'IVG, ça arrange d'abord les hommes. Il ne faut pas oublier ça, d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti à ce sujet-là, où une femme se plaint amèrement qu'elles sont souvent encore, là, les victimes d'une autre façon, parce qu'elles deviennent objets. Mais c'est comme ça, les rôles ont changé. Nous sommes dans l'ère du jetable. Dès que ça ne va plus, on jette. Hein. Vous savez qu'autrefois, on exagérait la différence entre les hommes et les femmes. C'est les hommes surtout pour dire qu'ils étaient supérieurs. D'où la réaction des femmes qui ont dit pardon, nous sommes l'égal de l'homme, pas d'histoire, et si vous nous trouvez inférieurs, c'est que vous nous avez colonisés pendant des siècles. Et on est revenu, le balancier de l'autre côté, les hommes et les femmes sont égaux. Moi j'ai vu un jour un groupe d'éducateurs ou des pédopsychiatres, je ne sais pas quoi, je faisais une conférence en disant qu'il y avait une différence entre l'homme et la femme, et il y en a un qui s'est levé, ou c'est que vous avez vu une différence? Ben, j'ai dit au moins physique quand même. Il m'a dit non. Parce que moi, si je veux des seins, je peux en avoir, je me fais une piqûre et j'ai des seins. Il n'y a pas de différence physique. On en était venu là, hein. Et puis maintenant, c'est reparti dans l'autre sens, les hommes viennent de Mars, et les femmes viennent de Vénus. Vous voyez, c'est toujours une ondulation à ce niveau-là sur les différences des hommes et des femmes. Alors, c'est vrai donc que, vous voyez, c'est pas très porteur dans notre monde. Mais vous-même, quelle idée vous avez du mariage, de l'amour? Dites donc, est-ce que pour vous-même, vous voyez juste? Est-ce que vous ne faites pas partie de cette société de l'individualisme qui dit après tout, l'indépendance et la liberté d'abord, il faut se réaliser, il faut profiter de la vie. Un jeune écrit, je vous annonce que je me marie avec moi-même, ma liste de mariage est déposée à tel endroit. Je me marie avec moi-même, vous voyez. C'est l'individualisme moderne. Et les femmes qui disent, ah non, c'est fini, je ne serai jamais la femme de Jean. Vous me rappelez, vous connaissez tout ça. Donc il y en a, dans le fond, qui ne veulent pas du mariage. Et on se refuse de se marier au nom de l'individualisme, de la liberté, dans une espèce d'autosuffisance, voire de narcissisme. On peut après tout vivre tout seul. Une deuxième explication qu'il peut y avoir chez vous, c'est la recherche exacerbée du bonheur. On est des consommateurs. On se doit tellement de trouver de quelqu'un de consommable, alors qu'il soit beau, qu'il soit riche, qu'il soit jeune, qu'il soit merveilleux. On veut donc, à cause de ça, la recherche du bonheur. Et on a un complexe, évidemment, si on n'y arrive pas. Autre problème, dévalorisation de l'amour dans notre vie, surtout quand on a été échaudé une fois ou l'autre, où l'amour c'est ça, surtout j'ai donné. Manque de confiance en vous. Vous savez, dans beaucoup, parmi vous, vous manquez de confiance, vous manquez d'assurance. Comment voulez-vous que je plaise à quelqu'un toute ma vie? C'est pas vrai, je ne serai jamais à la hauteur de quelqu'un, on me trouvera toujours débile ou tout au moins limité. C'est ce que Louis Roussel appelle le moi flottant, un moi flottant. On n'a pas confiance en soi. Il y a la timidité, on a peur d'essuyer un refus. Alors on n'ose pas dire tout simplement à quelqu'un,
Ben, j'aimerais bien pouvoir essayer de cheminer avec toi. On n'aura pas cette simplicité de le dire. On va attendre que l'autre le dise. Manque de confiance dans l'autre sexe. Méfiance des hommes par rapport aux femmes. Les hommes, disent les femmes, sont des handicapés de la communication affective ou alors c'est des obsédés sexuels. Les hommes ne sont pas sérieux ni fidèles. Pour un homme, une femme est un être dont on abuse sexuellement. C'est toutes des phrases dites par des femmes. Ils veulent une femme sexy et en même temps une mère. Les hommes sont toujours à se plaindre de leurs problèmes. Ils veulent une assistante sociale. Ils n'ont plus rien des chevaliers d'antan. Ils ne sont pas disponibles pour les tâches domestiques. Ils sont toujours en retard d'un siècle. Ils sont vexés quand on gagne plus qu'eux, complexés. C'est comme des petits garçons qui veulent qu'on s'occupe d'eux en permanence. Ils sont perdus sans nous. En plus, d'ailleurs, ils ne trouvent jamais ce qu'ils cherchent. Ils compensent leur faiblesse par de la violence, jouent au dur qu'ils ne sont pas. Voilà l'attitude souvent des femmes qui font que, justement, ce manque de confiance dans l'autre sexe. Mais les hommes sont en désarroi par rapport à la femme moderne, insécurisés. En plus, ils craignent des fois de perdre leur emploi, de ne pas pouvoir leur donner le standing qu'ils voudraient. Les femmes, disent les hommes, d'aujourd'hui sont difficiles, divorcent plus que les hommes. C'est vrai que la plus grande partie des gens qui divorcent sont les femmes. C'est vrai. Les femmes veulent être autonomes, elles voudraient que nous soyons leur toutou. Pas tout à fait juste. Hein. Les femmes sont devenues coriaces, dures, ni soumises, ni putes. Elles ne nous passent rien. Aujourd'hui, le couple est une lutte de pouvoir avec ces femmes libérées. Étonnez-vous alors qu'on aille chercher ailleurs, enfin trouver une vraie femme. On a des phrases d'hommes. Autre chose, la peur qu'on a de la sexualité. Il y a des gens qui ont tous certainement peur, souvent en raison des problèmes de l'enfance, qui ont peur de la sexualité. Une phobie du sexe, une phobie du contact corporel. Vous avez bien vu tout à l'heure, simplement dans le toucher. Ben, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Il y a des gens qui sont allergiques au toucher. J'ai assez de confidence de couple pour vous dire le nombre de femmes qui n'acceptent pas la caresse. Allergiques. Alors pourquoi ? Souvent, c'est des raisons qui montent à l'enfance. Il faut voir aussi comment l'enfant, on lui a appris à aimer recevoir du plaisir. Mais il y a des gens qui ont horreur de ça, qui ont l'impression que c'est une domination de l'autre sur eux, sur elle. Mauvais rapport à son corps. Il peut y avoir une homosexualité latente aussi. Ou une éducation prude. C'est sûr que ceux qui ont une éducation très prude ont une idée très faussée de la sexualité. Il faut dire autrefois, surtout dans les milieux cathos, vous savez, la sexualité c'était tabou. On n'en parlait jamais de plus ou d'une manière feutrée. Et souvent on a été éduqué à la sexualité dans les cours de récréation. Alors quel regard on pouvait bien porter sur la sexualité dans ces cas-là? On avait une vision moche. Et la télé n'est pas pour arranger les choses, ni Internet, vous le savez parfaitement. Est-ce que vous savez qu'en France, actuellement, on fabrique, écoutez-moi bien, 1000 films porno par mois. Il y a donc de la vente. Et ça ne coûte rien, un film porno. Ni décor, ni costume. Alors on peut en faire à l'appel. Mais enfin, quand on pense à ça, ça pose quand même un singulier problème sur la mentalité qui est créée par, c'est pas moi, cette vague déferlante de la pornographie. Et des couples s'effondrent. C'est désagréable, vous savez, pour une femme de se relever la nuit, puis donc c'est que mon mari a passé, elle descend, elle est à l'ordinateur. Elle a l'impression qu'elle est trompée. Il y a tout le passé familial, c'est évident que
toute la façon dont notre mère a été avec nous. Est-ce qu'elle a été castratrice? Est-ce qu'elle n'a pas été trop possessive? Il y a des mères qui ne peuvent pas quitter leur petit garçon, et quand il faut le donner à une autre, ça leur arrache les tripes. Vous savez, un jour, si vous avez des enfants, je vous en supplie, ne soyez jamais possessifs, autrement vous souffrirez. Parce que vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils mettront leurs parents en maison de retraite. Et la maman, elle aura beau dire, faire des crises de cœur, etc., les enfants la mettront en maison de retraite. Celui qui est possessif, les parents possessifs aujourd'hui, mais ils souffrent terriblement. Alors les enfants souffrent de les voir souffrir, mais il faut vous dire, si c'est le cas pour vous, que vos parents sont vraiment en train de vous chapeauter, c'est leur problème à eux, c'est leur possessivité exagérée. Il y a une désappropriation des parents par rapport à leur enfant qui est capitale. On n'élève pas les enfants pour soi. Tout le monde dit ça. Combien il y en a qui le font? Croyez-moi. Vous savez, la maman, elle est attachée à son enfant, elle l'a porté 9 mois. Ça, les gens ne comprennent pas ça. Quand une femme a vécu 9 mois en symbiose avec cet enfant qu'elle a porté, vous ne vous rendez pas compte le lien que ça crée. Et quand l'enfant la quitte, elle a déjà une certaine souffrance. Heureusement qu'il est lourd à la fin. Puis quand il va à l'école, la première fois qu'il va à l'école, quelle tête elle fait, la maman? Qui c'est qui pleure? C'est pas le gosse, c'est la maman. Puis le gamin dit où elle m'envoie? La torture. Mais alors après, quand l'enfant se marie, vous vous rendez compte, donner ce fils bien-aimé à cette femme dont on n'est même pas sûr de la qualité. Il y a aussi ce qu'on appelle le grand leurre du virtuel. Pour gommer la solitude, vous voyez, eh bien l'addiction terrible aux écrans. C'est le problème d'aujourd'hui. Même chez les jeunes, l'addiction aux écrans est plus forte que l'addiction à la drogue. Et tous les spécialistes nous disent qu'aujourd'hui, attention, c'est là qu'il faut porter nos efforts dans les années qui viennent. Et n'oubliez pas que beaucoup s'inscrivent sur le net. 42% des femmes sur le net, 2 millions de célibataires sont inscrits. Le site Meeting, là, 356 millions en bourse. C'est donc qu'il y a là aussi un marché. Et attention, alors bien sûr, les gens disent qu'il faut aller dans les agences. Un mot sur les agences, un mot. Bon, il y a des agences qui sont sérieuses, mais il y a des agences qui ne le sont pas du tout. Et lorsque la fille s'inscrit sur une agence, ça coûte cher, on va lui fournir des prétendants. Mais les prétendants qu'on lui fournit ne sont pas forcément libres. Moi, je connais des gens mariés qui sont chargés d'être présentés alors qu'ils n'ont pas l'intention du tout. J'en connais même qui cherchent une aventure, encore un moyen. Il n'y a pas longtemps, une personne que je connais, elle m'a dit, j'ai trouvé dans la poche de mon mari 10 lettres qu'il envoyait comme ça aux annonces pour dire qu'il était moralement libre. Voici, on sort quelques phrases. Je suis toujours seul. Je pensais que les femmes méritaient mon attention, mais l'expérience des sites me prouve le contraire. C'est des mensonges perpétuels sur votre âge, votre photo. Je suis fatigué de ces tromperies, à moi-même la rencontre. Finalement, je ne suis pas si mal tout seul. Et je préfère le rester plutôt que d'affronter le manque d'honnêteté et l'hypocrisie. Je vais continuer à bouger, sortir, faire du sport et profiter de cette vie merveilleuse qui pourtant aurait été tellement meilleure à deux. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait peut-être pas aller aux agences, mais si vous allez dans une agence, allez dans une agence si possible sérieuse. Deuxièmement, ne prenez pas le premier rencontré ou la première rencontrée. Parce que quand on est en manque, le premier qui vient vers vous, on a l'intention de dire « mais c'est lui ». Non, il faut du choix. Puis deuxièmement, alors là, c'est impératif pour vous les femmes, jamais dans une agence de vie sexuelle avant le mariage. Parce qu'il y a trop de gens qui s'engagent dans les agences pour une aventure. Alors vous dites bien ceci. Oh, c'est fou ce que j'ai des envies sexuelles. Je te désire follement. Mais quand je verrai la bague au doigt. Alors de deux choses l'une. Ou bien il vous aime vraiment, et dans ce cas-là, il dira bien, non seulement elle est sensuelle, mais en plus,
elle est sérieuse et il l'aimera davantage. Ou alors, il est venu uniquement pour avoir une aventure et il prend la porte. Eh bien, au moins, c'est clair. Je me suis inscrit sur un site de rencontre, mais je suis découragé, car seuls des gros, des petits, des moches ou bien des très jeunes s'intéressent à moi. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des tchots qui n'apportent rien. Oui, c'est souvent un coup de poker. En définitive, les annonces sur le net, c'est un coup de poker, il faut le reconnaître. Et il y a quelques personnes, j'ai connu, qui ont trouvé qu'en leur bonheur. Mais combien ont été floués? Alors, je vous dis, c'est un coup de poker. Autre problème, l'attente du conjoint parfait. Vous ne retiendriez que ça de ces 2 jours. Vous avez fait une bonne session. Vous entendez? Il n'y a pas de conjoint parfait. Il n'y a pas de prince charmant. La vie n'est pas un conte. Je vous en supplie, il faut arrêter ça. Et les gars disent, les filles sont trop difficiles, il faudrait qu'on ait toutes les qualités. Elles passent le temps à étudier nos défauts, nos incapacités. Jamais l'envie du couple n'a été aussi forte, mais jamais non plus on l'a idéalisé, donc on est exigeant. Et d'ailleurs, ce qui rend le couple fragile. Le paradoxe, c'est parce qu'on aime le couple qu'il est fragile. Pourquoi tant de couples s'écrasent? C'est parce qu'on voulait tellement un couple merveilleux que forcément on est déçu. Il y a au cœur de tout amour une déception, moi j'y peux rien, parce qu'il n'y a pas de conjoint parfait. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas de femme sans défaut puisqu'il n'y a pas de bois sans nœud, dit un proverbe espagnol. Et moi je dis, il n'y a pas d'homme parfait, pas même celui de la voisine. Pour être égalité avec moi, cet homme ne doit être ni macho ni possessif. Il faut qu'il soit fiable et solide, serein, posé. J'aimerais qu'il soit intelligent et drôle, qu'il ait de la répartie, qu'il me fasse rire. J'ai besoin d'admirer pour aimer. Et donc, je ne supporterai pas un homme faible ou vivant à mes crochets. J'aimerais qu'il me fasse découvrir d'autres horizons et connaître des choses que je ne connais pas. Vous voyez le problème? Ben, c'est que l'homme... comment voulez-vous qu'un homme réponde à tous ces critères? Vous en connaissez, vous, hein? Et surtout, s'il est parfait, méfiez-vous. C'est difficile de vivre avec les gens parfaits. Il y a le mythe de l'âme sœur. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne trouvent jamais. Le mythe de l'âme sœur. C'est-à-dire, on est parti du principe que le bon Dieu a mis sur terre quelqu'un qui m'est destiné. Nos noms sont inscrits dans le ciel. C'est faux. On peut faire un couple avec beaucoup plus de gens qu'on ne croit. Si on a cette capacité d'adaptation, on peut s'adapter avec beaucoup plus de sens qu'on ne croit. Les gens disent « faut que je cherche chaussures à mon pied ». Vous connaissez l'expression. Il n'y a pas de chaussures à votre pied. Il faudra toujours ajuster le pied ou la godasse. Il y a aussi l'attente du coup de foudre. L'attente du coup de foudre. Ça, j'attends que ça flash. Je ne sais pas comment ça fait, après ça fait des étincelles. Tout à coup, l'autre apparaît là comme dans une brillance. Alors on attend le coup de foudre. Ben, vous pouvez attendre longtemps. Hein. Faites attention de grâce. Hein. L'attente du coup de foudre. Voilà, Clara Schiffer. Ah. Apollon. Tu me parles. Apollon. Oh, autre difficulté pour vous, qui est possible pour vous, c'est la peur de l'engagement.
Ça, je t'aime, je l'aime, mais est-ce que je l'aime pour toujours? Je l'aime dans l'instant, c'est vrai, mais est-ce que je l'aimerai toujours? Voilà. Alors ça, nous sommes dans le monde où on a peur de s'engager. D'ailleurs, dans bien des domaines. Hein. Regardez, par exemple, pour les prêtres. Je vous garantis que si l'Église acceptait de faire que des jeunes puissent être prêtres s'engager pour être prêtres 5 ans, on en aurait tant qu'on voudrait. Mais toute une vie, on y regarde à 2 fois. Et bien, c'est vrai aussi pour le mariage. Et c'est pour ça que beaucoup envisagent le mariage, même quand ils se préparent bien, avec l'idée que peut-être ils vont divorcer 1 ou 2 fois dans leur vie. J'ai connu des jeunes qui se préparent au mariage, ils ont déjà préparé leur divorce. Non, au cas où. D'ailleurs, les parents disent tout de suite contrat de mariage, pas d'histoire, il faut être prudent. Aujourd'hui, on se prépare à ne pas durer. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la vie de couple est longue. Avant la guerre de 14, les couples vivaient 20 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'avaient pas le temps de se tromper. Aujourd'hui, c'est 50 ans minimum. Et le gars à 55, 60 ans, il est encore jeune, il peut retrouver une nana de 35 ans. Alors si sa femme s'est laissée un peu aller, ben elle ne fait plus le poids. Vous comprenez? Elle ne fait plus le poids à côté. Alors attention, on a peur d'être déçu, on a peur de souffrir, on n'a pas confiance en soi, on a peur des responsabilités. La peur de l'engagement, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. Alors à cause de ça, de toutes ces raisons que je viens de dire, eh bien, les célibataires vivent en hésitation permanente. C'est des valses d'hésitation. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on ne se marie pas? Alors ils attendent 6 mois, 1 an, ils se quittent, ils se retrouvent, on fait un break, on arrête, on recommence. On n'est pas fichu de faire le pas.